Bonjour à tous, écoutez, bienvenue au sein de cet amphithéâtre pour cet après-midi consacré aux pratiques commerciales dans le cadre de la digitalisation et des questions qu'on peut se poser en la matière. Alors, dans mon équipe, on a deux équipes de contrôle, parce que la direction du contrôle des pratiques commerciales est avant tout une direction de contrôle, dont les chefs de service et adjoints vont être représentés aujourd'hui. Et puis, deux équipes, l'une de veille et de traitement des réclamations, et l'autre qui s'occupe de négocier les textes européens et internationaux qui seront présents ici aussi. Donc mes collègues vont me rejoindre là sur scène et on va pouvoir sans plus tarder enchaîner sur les sujets de cette première partie des présentations qui sera un retour qu'on souhaitait vous faire sur un questionnaire relatif aux pratiques commerciales qui est lancé par la CPR chaque année et qui donne, vous le verrez, des indicateurs quantitatifs notamment extrêmement intéressants sur certaines pratiques du marché bancaire et assurantiel, avec un focus qu'on va faire plus particulièrement sur le traitement des réclamations par les acteurs bancaires assurantiels et certains types de courtiers en assurance. Bonjour à tous. Effectivement, donc cette première partie de l'après-midi est consacrée à porter un regard sur les marchés de la banque et de l'assurance. Pour ça, nous, on a des lunettes spécifiques. C'est le questionnaire pratique commerciale, qui est à la fois un outil qui vous a peut-être donné envie de changer de métier déjà un certain nombre de fois, mais qui en même temps est un outil extrêmement important de veille et de pilotage. Et c'est un outil qui a fêté ses 7 ans en 2018. Il a l'âge de raison aujourd'hui et c'est ce qui nous a poussé à peut-être en parler aujourd'hui et essayer de vous montrer comment il est exploité au sein de nos services et comment il peut aussi individuellement, pour vous professionnels, être source d'indicateurs de pilotage, peut-être aussi de gouvernance, de surveillance de vos produits. Par contre, je n'ai pas l'arme qu'il faut. Alors, je commencerai par des données un petit peu macro sur lesquelles je passerai relativement vite à chaque fois, parce qu'évidemment, cette présentation n'a pas vocation à être exhaustive sur tout ce qu'on peut faire des données collectées. Ce premier graphique donc, porte sur la répartition des primes d'assurance par secteur d'activité. Pour aller un petit peu plus loin que ce graphique, la répartition des primes, c'est avant tout pour nous l'occasion de hiérarchiser les risques pour la clientèle, tout en ayant à l'esprit évidemment que selon les risques couverts, le client peut avoir un préjudice qui va bien au-delà de sa prime. Donc c'est quelque chose qu'il faut manier avec précaution. C'est aussi la possibilité d'échantillonner et d'analyser la représentativité du marché à travers une vision sur la concentration de celui-ci par secteur. Il faut savoir que sur l'ensemble des différents risques d'assurance, entre 10 et 30% des organismes qui nous déclarent des données captent à eux seuls 80% des parts de marché sur chacun des secteurs. Et si je voulais peut-être aussi faire écho à une récente décision, une récente mise en garde du Collège de la CPR, un exemple assez frappant est celui de l'assurance emprunteur, où encore aujourd'hui, 8 organismes assureurs captent à eux seuls 80% du marché. Ce sont des éléments importants pour nous, à la fois pour mener, lorsque nous menons des enquêtes plus précises, thématiques, pour cibler les organismes que nous allons interroger, et aussi évidemment pour avoir une vision sur les conséquences que cette concentration peut avoir pour le consommateur. Ce deuxième graphique porte sur le nombre de contrats, parce qu'évidemment, dans une démarche de protection de la clientèle et de contrôle des pratiques commerciales, on a avant tout aussi besoin de savoir combien vous avez de clients, combien d'opérations de souscription sont réalisées chaque année. Ce chiffre présenté ici est un stock de contrats au 31 décembre 2017. Et là aussi, il nous donne la possibilité d'aller possiblement un petit peu plus loin en calculant le coût moyen de ces contrats et en appréciant leur évolution dans la durée. Et sur ce point, je ferai un petit focus sur deux risques longs que sont la prévoyance et la dépendance, pour signaler qu'entre 2016 et 2017, on a vu une évolution de ce coût moyen assez significative à 2 chiffres dans les 2 cas. Alors, sur le papier, ça ne veut rien dire de particulier, à part que ça doit nous interpeller sur les conséquences que peuvent avoir ce type d'évolution pour les clients. Quand on parle d'un risque dépendance, est-ce qu'une augmentation de 12% du coût moyen du contrat, ça a une conséquence sur des résiliations éventuelles qui seraient pour le coup préjudiciables aux clients et à l'objet même de la garantie. Alors, est-ce que ces augmentations trouvent
leur cause dans un contexte économique ou réglementaire, ou bien est-ce qu'elles trouvent leur cause dans peut-être un rapport sinistre sur prime qui serait déséquilibré? Ça fait partie des questions qu'il faut se poser. Alors, le rapport sinistre sur prime, j'en parlais, il est évidemment un indicateur extrêmement utile pour piloter une activité et pour surveiller l'évolution d'un produit dans la durée. Alors, ce graphique mérite peut-être une petite explication de texte, même si on est en début d'après-midi et que vous êtes encore bien réveillés. Ce graphique représente le S sur P risque par risque, calculé à partir des données déclarées dans le questionnaire pratique commerciale. Je rappelle que ces données gardent la limite d'être déclaratives, mais elles sont retraitées par nos services de manière très importante. Donc, le trait rouge sur chacune des colonnes représente le rapport sinistre sur prime moyen du marché. La grosseur des cercles, ensuite, qui sont au-dessus ou en dessous de ce trait rouge sur chacun des risques, est proportionnelle au nombre de contrats d'assurance du marché qui sont au-dessus ou en dessous de ce rapport sinistre sur prime. Alors, ce graphique il nous inspire deux remarques et deux liens en fait, entre ces résultats et des données que j'ai évoquées à l'instant. Le premier, c'est un lien avec la concentration du marché, justement, parce que, j'évoquais le cas de l'assurance emprunteur, mais pas uniquement, plus le marché est concentré, de fait, plus le rapport sinistre sur prime est bas. Et donc, si on compare ça à un rapport qualité-prix, plus le rapport est défavorable au client. Le deuxième lien qu'on peut faire, c'est avec la façon dont les contrats en question sont commercialisés. Je vais avoir parmi les contrats dont le S sur P sont équilibrés ou très proches de 100%, voire au-dessus, hein, tous les cercles qui ont été coupés, ça veut dire qu'il y a des contrats, bien évidemment, qui ont un S sur P supérieur à 100%. On est sur des risques qui sont en général couverts à la demande de l'assuré, des contrats achetés à la demande de l'assuré, des contrats de masse, et aussi des contrats sur lesquels l'assuré a une bonne identification du risque, une bonne compréhension de l'objet du contrat. À l'inverse, j'ai dans les rapports S sur P plus bas des contrats qui sont de fait assez souvent vendus par démarchage, parfois téléphonique ou physique, ou, et notamment dans le cas de l'assurance affinitaire, qui est un exemple assez frappant sur le graphique, des contrats qui vont être vendus accessoirement à un autre bien ou un service. Donc ça doit nous interpeller sur, là aussi, les causes de ces résultats. Et sans doute peut-on les trouver de deux façons. Est-ce que ces contrats sont de fait mal tarifés ou est-ce qu'ils sont insuffisamment couvrants à l'origine? Ou peut-être, et c'est une explication qu'on pourrait trouver grâce aux réclamations également, est-ce que les assurés n'ont finalement pas suffisamment conscience de l'objet, même de la garantie et de ses conditions de mise en œuvre? Est-ce que dans l'hypothèse des contrats affinitaires notamment, finalement le client est conscient d'être assuré et de pouvoir faire jouer une garantie? J'en viens naturellement aux réclamations qui effectivement font l'objet d'un focus particulier. Si on devait retenir un seul indicateur parmi ceux du questionnaire pratique commerciale, sans doute mettrions-nous celui-là en avant. Il est reconnu par tous depuis l'origine comme un indicateur extrêmement pertinent pour suivre les intérêts de la clientèle et continuer de les préserver. Donc la répartition des réclamations par secteur d'activité en assurance vous est présentée sur ce premier graphique. J'en ferai peut-être une lecture, si vous voulez bien, comparative avec les demandes d'information qui peuvent être reçues par nos services sur les mêmes sujets, simplement pour signaler que la part extrêmement prépondérante que vous voyez sur ce graphique, sur l'assurance santé et prévoyance, s'explique, elle ne se retrouve pas nécessairement chez nous. On a un assez gros écart entre les deux sur l'assurance santé en particulier, qui représente que 37% des demandes d'information reçues à la CPR. Simplement parce qu'on est sur des risques à utilisation courante, à utilisation quotidienne, et que la multiplication des dossiers de sinistres, des prises en charge, fait qu'il y a une multiplication aussi des demandes de premier niveau qui vont être traitées au sein des organismes et qui ne remontent pas, et fort heureusement, jusqu'à nos services. À l'inverse et à l'opposé de ce raisonnement, l'assurance emprunteur est au contraire sous-représentée dans ce graphique par rapport à ce qu'on peut recevoir à la CPR, là plutôt par rapport à l'objet et par rapport à la cible de la réclamation, qui de façon très majoritaire, lorsqu'elle nous arrive, cible l'établissement bancaire, parce qu'elle porte sur la difficulté notamment à faire jouer la déliaison, ou en tout cas sur des problématiques de souscription de l'assurance plus que de gestion ou de sinistre.
sur l'assurance de dommages, on est sur des chiffres relativement stables. On pourrait compléter l'information de ce graphique en disant que l'assurance affinitaire, notamment, n'est pas détaillée dans le QPC, mais les demandes d'information que nous recevons montrent que 50% de ces demandes concernent des produits nomades. Et puis, je dirais un mot d'assurance vie pour souligner, parce que là, elle se voit à la fois dans le questionnaire partie commerciale et dans les demandes que nous pouvons recevoir, une assez forte hausse des réclamations qui concernent l'assurance obsèques, qui représente 44% également des demandes reçues à la CPR. Pardon. Alors, l'objet des réclamations en assurance est relativement stable aussi dans le temps. Et on le voit, il porte principalement ces réclamations sur la mise en jeu des contrats. Donc concrètement, on est sur des sujets d'indemnisation, de gestion, de délai de traitement. Le message qu'on a envie de vous porter aujourd'hui, c'est que ces réclamations qui surviennent au moment d'un sinistre, elles trouvent quand même souvent, dans un nombre important de cas, leur source dans l'information qui a pu être délivrée au moment de la souscription ou dans le conseil qui a pu être donné. Parce qu'une réclamation au moment d'un sinistre est souvent le témoignage d'une mauvaise compréhension du contrat par le client. Il faut donc analyser ces chiffres avec circonspection et aller peut-être plus loin dans leur lecture pour corriger les pratiques qui doivent l'être afin d'améliorer ces chiffres. Alors le raisonnement, notre approche, elle est identique sur le secteur bancaire, mais je passerai encore plus vite sur les données macro. Déjà parce qu'elles font l'objet d'un rapport qui a été publié il y a peu par nos services, notamment sur les encours. Donc simplement, le raisonnement est identique. On travaille aussi au-delà des encours sur le nombre de clients des établissements bancaires concernés, à la fois donc un nombre de comptes bancaires, un nombre de crédits souscrits. On s'aperçoit de la part très importante en nombre des crédits à la consommation. Et c'est à la lecture de ces données un petit peu macroéconomiques que nous observons également l'évolution des réclamations sur le secteur bancaire. Alors je dirais un mot sur le taux de réponse positive et pour faire un lien avec le sujet sur le digital qui sera abordé juste après. Pour souligner, donc on a 72% de réponses totalement ou partiellement positives pour le client sur l'ensemble de ces réclamations bancaires. Sachez que ce taux est à peu près de 10 points supérieur pour les banques en ligne. Donc on n'a pas forcément d'interprétation extrêmement ferme de cette analyse. Simplement, peut-être que la distance dans la relation entre le professionnel et le client crée peut-être plus d'incompréhensions qui sont réglées là aussi relativement facilement, mais qui génèrent des réclamations et des réponses favorables relativement rapides. S'agissant de leur thème, les réclamations sur les comptes et les produits d'épargne sont tout à fait équivalentes à celles que nous pouvons recevoir au sein de nos services. À l'inverse, on a plus de réclamations chez vous que chez nous sur les moyens de paiement. Je dirais que le raisonnement que j'ai tenu tout à l'heure sur l'assurance santé peut être renouvelé. On est sur des produits à usage quotidien qui génèrent des réclamations simples, traitées en général là aussi au premier niveau. Il y a 20 points d'écart sur ce thème entre le questionnaire pratique commerciale et les demandes d'information qui sont reçues par nos services. Et enfin, je terminerai par l'objet plus précis de ces réclamations côté bancaire, qui là aussi rejoignent les demandes d'information reçues à la CPR sur la tarification, sur les délais de traitement ou encore la mauvaise exécution d'une opération. Et puis on a souhaité vous faire un petit focus particulier sur les réclamations qui portent sur des objets spécifiques aux comptes et aux moyens de paiement. C'est l'objet du second camembert, et là on est davantage donc sur la contestation d'opérations ou des dysfonctionnements matériels. Et puis un mot, on a aussi un certain nombre de réclamations qui vont porter sur des choses peut-être évitables, notamment les questions de remboursement ou de délai de remboursement ou d'absence de remboursement sur des opérations réalisées frauduleusement par carte bancaire et qui peuvent générer une sorte de ressenti chez les clients. Voilà donc pour ces éléments sur les réclamations, et plus généralement c'était une présentation évidemment très rapide, pas du tout exhaustive, de ce qui peut être fait à partir du questionnaire pratique commerciale, mais qui est un outil auquel nous croyons, qui est un outil qui soulève avant tout des questions, mais qui est un outil important pour détecter les sujets actuels, les sujets de demain en termes de protection de la clientèle, et qui aussi, j'espère avoir pu vous le montrer rapidement aujourd'hui, est un outil utile pour vous en tant que professionnel dans le pilotage de votre activité. Je vous remercie.
Très bien, merci Benoît.